et bienvenue sur le premier webinaire de Shine to Lead Jigéen Jàng Tekki. Je me nomme Fatou Diouf, je suis la directrice exécutive de l'association. Donc, compte tenu de la situation actuelle que nous vivons avec la pandémie COVID-19, nous avons décidé de lancer une initiative appelée Talk Series. Donc, les Talk Series seront mis à profit afin de parler de la scolarisation des jeunes au Sénégal en cette période de crise pandémique. On a constaté que malheureusement, que les cours se font plus dans les classes, mais à distance. Toutefois, il urge de se pencher sur certaines questions, notamment les enjeux autour de l'éducation des jeunes filles en période de confinement. Et même si présentement, l'usage de l'Internet est omniprésent dans presque tous les corps de métier, il y a un manque à gagner dans le secteur de l'enseignement. Donc, non seulement nous devons adopter de nouvelles mesures vis-à-vis de l'éducation, mais aussi penser à préparer le monde pédagogique post-crise. Donc, dans cet ordre d'idées que l'association Shine to Lead a décidé de mener son premier talk portant sur le thème le défi du maintien de l'éducation des jeunes filles en période de confinement. Donc, sur ce, je vais vous présenter nos trois intervenants. Il s'agit de Madame Naye Anabachili, qui est la présidente, la fondatrice de l'association Shine to Lead, qui nous parlera du rôle de l'association, comment est-ce que l'association s'est impliquée pour accompagner ces jeunes pendant cette période de crise sanitaire. Nous avons également Monsieur Elhaj Abougay, qui est le président fondateur du mouvement citoyen Banlieue Up, qui nous livrera ses réflexions et fait un état des lieux de l'engagement pédagogique sur le terrain. Et en dernier, on a Madame Rokaya Solange Nir, qui est la vice-présidente de Shine to Lead, qui va intervenir sur l'importance des outils alternatifs, comment accompagner les jeunes filles pour qu'elles puissent continuer à avoir un bon niveau et être compétitifs au niveau national et international. Nous aurons également deux témoignages venant de deux lauréates de l'association Shine to Lead, Marietta Barrault et Fat Bintou Diarate, qui nous parleront des challenges qu'elles ont depuis qu'elles ont commencé à étudier chez elles. Donc, nous vous invitons à suivre cette conversation en direct sur notre page Facebook Shine to Lead et n'hésitez surtout pas à nous poser des questions sur l'espace commentaire. Et à la fin du webinaire, nous allons répondre à vos questions. Donc, ceci dit, pour ne pas prendre trop de temps, je cède la parole à Madame Bachili, qui est la fondatrice et la présidente de l'association Shine to Lead Jigéen Jàng Tekki. Merci beaucoup. Fatou, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi. Ramadan Mubarak, c'est la dernière semaine, donc beaucoup de courage, on y est presque. Écoutez, c'est un grand honneur pour nous d'échanger avec toute la communauté sur ce problème crucial qui est celui de la scolarisation des jeunes filles au Sénégal et en Afrique. Personnellement, j'ai lancé Shine to Lead il y a environ 2 ans. C'était d'abord parti d'une intuition. Souvent, quand je suis à Dakar, je vois les jeunes filles, souvent des jeunes filles qui ont le même âge que ma fille, qui se promènent dans la rue à des heures de classe. Et je me disais, il y a beaucoup de jeunes filles qui devraient être en classe et qui ne sont pas en classe. Et souvent, ce sont des raisons purement économiques, parce qu'on sait d'ailleurs que quand elles sont en classe, elles ont de très bons résultats. Quand elles sont bien suivies, elles ont de très bons résultats. Mais on sait aussi que structurellement, économiquement, socialement, elles sont les plus vulnérables. D'abord, les raisons sont multiples, les mariages précoces, la paupérisation dans les banlieues et dans les zones rurales, et beaucoup d'autres raisons font qu'elles sont
souvent les premières à devoir prendre en charge les corvées, accompagner les familles. Et cette situation est encore plus compliquée et encore plus ardue en période de crise. Alors nous, Shine to Lead, on a lancé donc cette association-là avec Fatou ici présente, Rokaya Solange Ndir et beaucoup d'autres amis qui nous accompagnent il y a 2 ans. Et nous accompagnons les jeunes filles de la banlieue. Nous avons commencé par la banlieue dakaroise, dans les quartiers vraiment des jeunes filles qui ont un très haut potentiel, mais qui sont défavorisées parce que, encore une fois, elles vivent dans un environnement qui n'est pas toujours facile pour elles et qui n'encourage pas toujours la poursuite de leurs études. Et on s'est dit, il faut impérativement parce qu'on s'est rendu compte, on a fait des petites études statistiques et on s'est rendu compte qu'il y avait autant jusqu'en troisième, on a beaucoup plus de filles dans les classes, mais à partir de la seconde, on a un taux d'abandon assez élevé. Et pour nous, il est absolument essentiel que les jeunes filles restent en classe jusqu'en terminale et bien au-delà. Et je regardais encore des statistiques, je vois, elles ne sont que 10% à faire des études supérieures au Sénégal. Et la moyenne africaine est à peu près pareil, autour de 11%. Et on s'est dit comment faire pour les accompagner. Donc, nous accompagnons ces jeunes filles. Et c'est un programme qui est assez holistique. Hein. Elles ont d'abord, nous prenons en charge les frais d'inscription, mais aussi elles sont accompagnées par un mentorat, un programme de mentorat. Nous suivons depuis le début de l'année jusqu'à la fin, il y a un suivi régulier. Et l'exigence est qu'elles maintiennent un niveau d'études, un comportement général absolument rigoureux et à la hauteur. Parce que pour nous, c'est très important, c'est très important. On sait que ces jeunes filles, elles en sont capables, mais elles ne peuvent pas y arriver toutes seules parce que elles ont beaucoup d'autres contraintes au quotidien. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que Shine to Lead a été lancé, c'est d'accompagner ces jeunes filles qui peuvent y arriver, mais qui peut-être sans ce coup de pouce n'y seraient pas. Et nous avons commencé par la banlieue, Tcharoy, Keur-Massar, Pikine et autres. Et nous aimerions aussi vraiment aujourd'hui lancer un programme beaucoup plus vaste dans les régions, commençant par Saint-Louis, Ziguinchor et d'autres. Nous sommes accompagnés par des partenaires généreux qui nous accompagnent et aussi par des individus. Et c'est l'occasion pour moi aussi de les remercier parce qu'au quotidien, des bonnes volontés viennent nous voir en disant on peut vous aider pour ceci de façon matérielle, mais aussi par leur temps, par leur réflexion. Nous sommes soutenus dans cette action. Et c'est notre contribution au développement du pays, du Sénégal, parce que chacun de nous a vraiment son rôle à jouer. Et nous avons choisi cette cause qui nous tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, cette cause est encore plus importante parce que nous sommes dans une période de crise. Je regardais un peu la presse. Les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants ne vont pas à l'école depuis 2 mois. Certains n'ont commencé l'école qu'en janvier ou en décembre. Et ils ne retourneront peut-être pas à l'école parce que je sais qu'il y a une rentrée prévue en début juin, mais qu'est-ce qui va se passer? D'abord, c'est essentiellement pour les classes d'examen, mais nous connaissons aussi les contraintes qui se posent. Ça va être la saison des pluies. Donc, beaucoup de ces quartiers défavorisés, ce sont des abris provisoires. Comment est-ce que les enseignants vont faire pour aller administrer les cours? Comment les enfants, dans des classes où ils sont en moyenne 60, 70, pourront être en classe, sachant que le virus, quand même, a une vitesse de propagation fulgurante, surtout aujourd'hui avec tous les cas communautaires que l'on voit dans le pays, se développer dans le pays. Donc, il y a un vrai problème. Il faut qu'on arrive à maintenir un niveau adéquat d'instruction sans aller à l'école. Et comment ça va se faire? Et nous voulons vraiment contribuer à cela parce qu'on ne peut pas perdre une année. On ne peut pas perdre cette année. On veut absolument que les filles soient en classe. Et je lisais qu'en période de crise, c'est jusqu'à en moyenne 2,5%, 2 fois et demi plutôt, du nombre de filles qui ne retournent pas en classe. Les garçons retournent en classe après, mais les filles, quand elles s'arrêtent, elles ne retournent pas en classe. On l'a vu dans la crise Ebola en RDC, en Sierra Leone par exemple, près de la moitié des filles ne sont pas retournées en classe parce que tout de suite, les familles n'étaient plus soutenues. C'est elles qui montent au créneau
pour aider leur maman, aider les petits frères et sœurs. Et donc, bien sûr, c'est au détriment de l'école et de l'instruction. Donc, vraiment, c'est ensemble qu'on aimerait réfléchir avec vous à comment maintenir les filles, mais aussi les garçons en classe dans cette année qui est une année quand même périlleuse pour tous, parce que nous sommes tous face à des défis, nous, aussi bien professionnellement, scolairement, on doit tous apprendre à se réinventer dans un contexte où nous ne pourrons pas travailler de façon formelle, dans les cadres formels qui sont voués à cela. Il faut qu'on puisse aujourd'hui sauver notre école, sauver notre année scolaire, et nous sommes, nous, Shine to Lead, plus que jamais mobilisés pour cela. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Bathily. Je pose juste une question avant que l'on passe au suivant. Comment exactement, Shine to Lead, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là pour aider ces jeunes filles pendant cette crise? Est-ce que... Vas-y. Oui, nous avons pris plusieurs actions dès la fermeture de l'école. Hein. Dès la fermeture de l'école, on s'est dit d'abord, il faut un appui logistique. Donc, nous avons, dans toutes les familles des jeunes filles, nous avons distribué des kits alimentaires parce que nous savons que dans toutes ces familles, il y a une précarité qui s'est installée tout de suite. La majorité des parents qui sont dans l'informel, dans le secteur informel, et on sait que dans un pays comme le Sénégal, l'économie informelle est d'environ 80 à 90% selon les statistiques. Et donc, quand on a d'abord fait ce qu'on appelle une évaluation. On a interviewé toutes les jeunes filles. Et bien sûr, la majorité, les parents, les emplois des parents sont en péril. Parce que, bien sûr, certains sont marchands ambulants, certains travaillent dans des usines qui sont fermées, la majorité des marchés étant fermés. Donc, on s'est dit, il faut d'abord qu'on puisse leur assurer les besoins de base. Donc, ça a été la distribution de kits alimentaires. Ensuite, on a tout de suite mis en place un programme avec un professeur de mathématiques. Parce que la majorité des filles que nous accompagnons sont dans des séries scientifiques. On s'est dit, il faut impérativement qu'elles puissent maintenir un très bon niveau dans les matières scientifiques. Donc, elles prennent en ce moment régulièrement, elles ont 3 à 4 fois par semaine des cours de mathématiques avec un professeur certifié. Et donc, il nous a fallu contracter ce professeur, leur donner aussi une connexion. Nous avions à l'avance, nous leur avions, par l'intermédiaire, bien sûr, nous avons eu d'une très bonne volonté, nous avons pu leur donner à chacune un téléphone. Et donc, elles sont en possession d'un téléphone. Elles peuvent se connecter, elles peuvent participer à des cours online. Et je pense que Madame Dir en parlera un peu plus parce que c'est vraiment dans ce domaine qu'elle s'investit. Et on partage au quotidien avec elle toutes ces ressources qui existent sur Internet. Elles peuvent, et c'est tout à fait possible de garder un bon niveau d'instruction en se connectant tous les jours et en le faisant rigoureusement et en trouvant le temps pour le faire. Donc, c'est les cours de maths, la distribution de kits alimentaires. Nous avons fait fabriquer des masques aussi que nous allons partager avec elles très prochainement, des gels, parce que nous voulons qu'elles soient dans les meilleures conditions possibles, encore une fois, pour sauver cette année. Voilà. Merci beaucoup, Madame Naïba Bathily. Donc là, je vais céder la parole à Monsieur Elhaj Abougueye, qui est le président fondateur du mouvement citoyen Banlieue 1. Je rappelle aussi à nos internautes que vous pouvez nous poser des questions directement sur notre page Facebook Shine to Lead. OK. Monsieur Gueye, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Fatou Diouf. Je salue tout le monde. Je salue l'intervention de Madame la Présidente Naye. Et je félicite et j'encourage Shine to Lead pour les différentes actions que vous êtes en train de mener. La spécificité est que vous impactez directement dans la population, donc il n'y a pas trop d'intermédiaires, ce qui rend nécessairement votre travail très efficace et qui accélère également l'atteinte de vos objectifs. Très rapidement, Banlieue Up, c'est une structure, une association d'encadrement citoyen des jeunes, filles et garçons, leaders de la banlieue. Son objectif est que d'ici 2030, que les banlieues deviennent des espaces de bien-être pour les populations. Nous pensons que c'est possible et nous sommes en train d'y travailler depuis maintenant 5 ans.
ce qui n'est pas facile du tout parce que la banlieue s'agrandit de plus en plus et qu'il faut à chaque fois de nouvelles stratégies donc, pour travailler avec cette jeunesse qui est de plus en plus nombreuse et un taux de démographie très élevé, une promiscuité assez compliquée et qui doit nous forcer à mieux travailler pour atteindre les objectifs. Oui, il est clair que, comme l'a dit Madame la Présidente, hein, toutes les structures, toutes les associations doivent aujourd'hui agir. L'État ne peut pas être partout et faire tout. Dans cette logique, nous, en contribution à ce que vous avez développé, Madame la Présidente, nous pensons qu'il est extrêmement important d'allier l'encadrement pédagogique scolaire et l'encadrement dans le milieu communautaire, c'est-à-dire dans les associations, les organisations de base et les organisations communautaires, tel que vous êtes en train de faire Shine to Lead. Il est extrêmement important que les jeunes filles puissent également puissent être responsabilisées et intégrées dans des structures qui peuvent les aider à grandir dans un autre niveau. L'encadrement scolaire est extrêmement important, mais le fait de les inclure et de les impliquer dans des actions de développement et de prise de conscience citoyenne et communautaire peut les permettre donc très rapidement à relever le niveau une fois qu'elles soient dans des besoins de démontrer leur leadership communautaire, mais également leur niveau d'engagement pour le développement de la communauté. Parce que quoi que l'on puisse dire, tout dépend d'abord de là où l'on vit. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, nous sentons qu'en banlieue, moi je suis né, j'ai grandi, j'ai tout fait en banlieue. De plus en plus, la pauvreté guette les familles et de plus en plus, la vie devient de plus en plus dure. Il y a beaucoup plus de monde, les familles s'agrandissent et malheureusement, les parents ont de moins en moins de temps de s'occuper de leurs enfants, à plus forte raison que les filles, vous voyez. Donc, il nous faut vraiment surtout avoir une stratégie commune pour, oui, nous, on travaille avec les filles et les garçons, mais on a une stratégie spécifique pour les filles. À Banlieue, par exemple, il n'y a aucune activité, aucune action que l'on mène qui n'est pas co-animée ou co-coordonnée par un garçon ou une fille. Et je vous le dis, hein, ils sont sûrement en train de suivre, que sur 80% de succès des activités et de nos projets, ce sont les initiatives dirigées par les filles. Et c'est simple ce qu'on fait, on leur donne de la confiance, de la patience, on les responsabilise et on se rend compte que de plus en plus, elles sortent du lot, elles ont juste besoin d'un tout petit encadrement et d'un support et d'un appui. Donc, à mon avis, il est extrêmement important de faire de sorte que les jeunes filles en banlieue puissent avoir une activité extrascolaire, communautaire et que leur engagement puisse se répandre à leur niveau. C'est extrêmement important aussi qu'elles puissent partager ces expériences et ces vécus à travers les réseaux sociaux, puisque malheureusement, on nous demande de rester chez nous. Nous, la stratégie qu'on a adoptée, c'est comme la vôtre. On organise des banlieue talks, mais nos talks se font maintenant en ligne, tout simplement, et qu'on demande aussi à nos membres, jeunes garçons et filles, de participer à la sensibilisation contre le COVID-19, mais d'une manière différente. Ils le font maintenant en ligne. Chaque membre identifie 50 personnes dans son répertoire et s'assure de communiquer les bonnes manières pour éviter la contamination de ce virus. En tout cas, moi, je suis très séduit par votre démarche communautaire et qui touche directement la cible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Gay. Je pense que vous avez touché sur un point qui est le plus inquiétant et qui concerne les inégalités entre les élèves. Je pense que on sait déjà que très présent en temps ordinaire dans notre système éducatif, elles vont se creuser car les familles ne sont ni à l'égalité économique, ni surtout sociale et culturelle pour venir en aide à leurs enfants et les guider. Donc, je pense que peut-être la question c'est dans les banlieues ou dans la banlieue, quels sont les genres de défis que vous avez rencontrés par rapport à l'éducation des jeunes et aussi peut-être comment ne laisser aucun élève sur le bord de la route, éviter de mettre à distance les plus fragiles, tu vois, c'est-à-dire que ceux qui peut-être n'ont pas
cette structure sociale ou culturelle ou académique ou économique? C'est une excellente question, hein. C'est vrai que le gap est énorme, hein. Même en banlieue, parfois, de plus en plus, les gens de la classe moyenne viennent en banlieue, hein. Et il y a même des gens qui sont super riches, qui viennent, qui construisent, qui s'établissent et qui démontrent un peu ce gap qui existe entre ces deux populations. Moi, je pense qu'une manière pour vraiment aider ces jeunes, c'est d'abord de trouver un cadre. C'est-à-dire il faut que le jeune, la fille ou le garçon qui est chez elle, qui est dans une certaine précarité, il faut lui trouver un autre cadre d'expression. Un autre cadre d'expression qui puisse lui permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passe dans le monde, mais de lui ouvrir également des portes à d'autres opportunités. Un projet que nous sommes en train de travailler, que nous souhaiterons lancer, c'est bien entendu, je pense que la présidente l'a dit tout à l'heure, nous pensons qu'il est extrêmement important d'identifier les meilleurs élèves qui sont, je ne dirais pas marginalisés, mais qui sont plus ou moins déshérités, et de trouver des systèmes de parrainage. Des systèmes de parrainage qui pourraient au moins assurer et les fournitures scolaires et les paiements de la scolarité au minimum pour 3 premières années. Et maintenant, préparer un autre programme relais qui vient, donc accompagner cette structure pour qu'au moins ces jeunes dont on est sûr qu'ils ont juste besoin d'un petit appui pour s'en sortir, ne puissent pas être un fardeau pour ces parents qui, à la place d'acheter un livre qui coûte 4 000 francs, préfèrent acheter un litre d'huile ou payer le courant Yahanal pour que la maison puisse truquer, quoi. Il faut alléger un peu le poids social que supportent les parents en prenant en charge une petite partie minime de leur gestion de leurs enfants. Et avoir un autre cadre d'expression pour ces enfants leur permet non seulement de communiquer avec d'autres responsables, c'est-à-dire, je donne un exemple, les responsables de Shine to Lead peuvent identifier tout de suite certaines difficultés à un groupe de jeunes filles qui se trouve à Yembel et essayer de trouver des moyens pour faire venir des livres, faire venir des cahiers, faire venir des stylos, aider à la santé, parce que avec la couverture maladie universelle, nous, Inch'Allah, en 2021, on a un très large programme pour au moins couvrir 2000 élèves, aider à couvrir 2000 élèves. Au moins, c'est 60%, 80% de prise en charge des ordonnances que les parents ne vont plus supporter, et l'inscription ne coûte pas très, très cher. Et nous n'avons pas les moyens pour ça. Nous allons tout simplement faire comme vous, faire du GoFundMe ou bien trouver des partenaires, des bonnes volontés qui vont nous aider. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une stratégie qui ne va pas peut-être mettre en exergue la souffrance de certaines familles, mais qui va être très subtile, très bien organisée pour que les enfants aussi ne sentent pas qu'ils sont, tu vois, déshérités, dimbali, ou bien ils ont besoin de sarah et tout ça. Mais les intégrer dans des cadres permet de dissimuler tout cela. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Gay, d'avoir répondu à cette question et pour votre intervention très pertinente. Donc là, je vais céder la parole à Madame Rokhaya Solange-Nir, qui est la vice-présidente de Shine to Lead Jigenjag Tech. Merci Fatou et bonjour à tous les internautes qui nous font l'honneur de suivre cet échange aujourd'hui. On espère qu'il y aura beaucoup de questions parce que c'est vraiment un échange, comme je le dis. L'éducation des filles est un sujet vraiment vaste dans lequel nous nous sommes investis. Naïe l'a dit lorsqu'elle a pensé à créer cette association il y a 2 ans et qu'elle m'en a parlé. Tout de suite, le sujet vous parle, mais à chaque fois, je lui dis, je ne touchais pas du doigt à quel point c'est une problématique et un sujet important pour le développement économique et social de notre pays. C'est vraiment un pilier aujourd'hui. Et elle l'a dit tout à l'heure, il y a tout un volet d'accompagnement qui est mis en place. Et je voudrais revenir juste sur un élément, c'est qu'au-delà de la scolarisation, de cet accompagnement pédagogique, il y a un encadrement également en termes de leadership, d'autonomisation pour les filles. Parce que justement, on s'est rendu compte dans ce programme, en étant justement en contact des jeunes filles, que ça va beaucoup plus loin que l'éducation. C'est vraiment un accompagnement où il faut qu'elles apprennent à être
autonome et à se prendre en charge. Donc, je voulais rappeler cet élément-là qui est quand même très important. Monsieur Gay l'a dit, dans la banlieue, vous avez des problématiques que vous ne trouvez pas forcément en ville, tout simplement parce que c'est un contexte qui est quand même bien précis. Donc, pour revenir un peu sur l'éducation un peu au Sénégal, Naïa a donné quelques chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un indice de parité qui est d'environ 1,15% en faveur des filles au niveau primaire, mais elles sont toujours très peu représentées au niveau des filières scientifiques. Et c'est un véritable souci. Et la plupart des filles qui sont recrutées au niveau de Shine to Lead viennent justement de séries scientifiques pour justement les encourager et les inciter à aller avoir des carrières dans ces domaines-là. Je voudrais revenir un peu sur l'impact du Covid sur l'éducation. Lorsque vous regardez la roadmap de l'UNESCO sur l'éducation avec cette situation d'urgence et la fermeture des écoles qu'on a actuellement, vous avez plus de 1,5 milliard d'apprenants qui sont touchés de par le monde. C'est vraiment énorme. Et 165 fermetures d'écoles au niveau national. Les chiffres sont vraiment affolants, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'élèves qui sont obligés de rester à la maison pendant plusieurs semaines et ça va encore continuer. On ne sait pas encore quand est-ce que les élèves vont retrouver un rythme normal. Et ça oblige donc les autorités, les parents et toutes les bonnes volontés à avoir des solutions qui permettent justement à ces apprenants de continuer à suivre des cours en ligne, notamment via des outils numériques. Le ministère de l'Éducation nationale au Sénégal a mis en place plusieurs plateformes comme SENProf Éducation et du numérique qui permettent aux enseignants et aux élèves d'accéder à des ressources numériques gratuitement. Vous avez une pléthore de plateformes, aussi bien pour les apprenants, c'est-à-dire pour les étudiants, les élèves comme Téléécole, au terminal, mais également pour les enseignants, parce qu'il faut voir ces deux volets-là. Il y a d'une part les élèves, mais également il y a les enseignants qui doivent être encadrés. Donc, on partage régulièrement sur les plateformes de Shine to Lead les adresses pour accéder à ces différentes plateformes-là, parce qu'on se rend compte que c'est juste un déficit d'information. Les jeunes ne savent pas, des filles, aussi bien les filles que les garçons, ne savent pas forcément où chercher et où se trouve l'information. Je racontais à Madame Batili une anecdote il y a 2 semaines, lorsque la fille d'une dame qui travaille pour moi est venue l'accompagner pendant qu'elle devait faire son travail. Et j'ai demandé à sa fille en quelle classe tu es. Elle m'a dit, je suis en 3e. Je lui ai dit, donc tu es en classe d'examen et qu'est-ce que tu fais depuis 2 mois? Elle me dit, rien. J'accompagne ma mère lorsqu'elle va travailler. Elle avait un smartphone. Il lui manquait juste une connexion, mais là, il y avait déjà un Wi-Fi chez moi, donc elle a pu se connecter. Et en 2 clics, je lui ai montré des sites où elle pouvait trouver toutes les matières qui correspondent à son niveau scolaire. Donc, pendant que sa maman a travaillé toute la journée, elle était assise et elle a regardé toutes les matières qu'elle n'avait pas suivies depuis 2 mois et demi. Juste un déficit d'information. Et donc, c'est vraiment là un des piliers qu'on veut développer à Shine to Lead à travers nos plateformes. C'est comment vulgariser toutes ces plateformes qui sont très souvent extrêmement bien faites. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles pour tous les niveaux, mais que les gens ne connaissent pas. Donc, faire un travail de vulgarisation, et ça, c'est ce que permet de faire le numérique et le digital, et c'est ce que nous faisons avec Shine to Lead. Et Madame Batili reviendra sûrement dessus. L'objectif, justement, c'est pendant cet été où les enfants ne vont pas aller, les élèves ne pourront pas aller à l'école, de créer un grand bootcamp numérique où là, on pourra avoir des centaines de jeunes filles qui seront accompagnées, qui seront encadrées et qui pourront justement suivre des cours en ligne, que ce soit de maths, de PC, de SVT ou même de français. Donc, maintenant, il y a une problématique, c'est qu'au-delà de ces ressources éducatives qui ont pour ambition de pallier la fermeture des établissements d'enseignement, il y a des questions quand même qu'il faut soulever par rapport à l'impact sur les cibles et les contraintes qu'on a. C'est déjà les contenus pédagogiques. Quels sont les contenus qui sont disponibles et comment les adapter? L'accessibilité des plateformes, on a parlé de la connectivité. Pour pouvoir vous utiliser les sites en ligne, il vous faut déjà le device, le téléphone, le smartphone.
il vous faut la connexion. Monsieur Gay l'a dit, Covid a accéléré une certaine paupérisation d'une certaine couche de la population, notamment en banlieue. Et donc, aujourd'hui, ces populations ont plus pour enjeu de se nourrir, ou en tout cas de subvenir à certains besoins, plutôt que de trouver un smartphone, d'avoir une connexion. Sur certaines couches de la population, c'est véritablement un luxe. Donc, comment permettre un accès à cette connectivité-là pour les plus de 3 millions d'élèves au Sénégal actuellement qui ne vont pas à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale travaille sur un programme dans ce sens avec d'autres bailleurs pour justement permettre un accès gratuit. J'en ai parlé, c'est la diffusion de l'information, labelliser ces initiatives, recueillir les besoins également des élèves et des étudiants et donc des contraintes financières, j'en ai encore parlé. Donc, on se rend compte que c'est toute une chaîne aujourd'hui qu'il faut prendre en compte et c'est ce que fait Shine to Lead. Naïa Mathilde l'a dit tout à l'heure. Face à la paupérisation, qu'est-ce qui peut être fait? Donc, des kits ont été distribués par Shine to Lead, des kits alimentaires, des terminaux pour l'équipement, des passes ont été mis à disposition, le contenu, c'est-à-dire les professeurs qui aujourd'hui peuvent permettre aux enfants de suivre les cours via WhatsApp, qui sont des outils qui sont là et qui permettent justement cette facilitation-là. Donc, on a vraiment tout un package aujourd'hui qui est mis à disposition. L'enjeu aujourd'hui, maintenant, c'est de passer à l'échelle. C'est au-delà des filles qui sont dans le programme, comment aller vraiment monter en puissance, toucher le maximum de personnes. Et ça, grâce à des partenaires, grâce à des bailleurs, grâce à des bonnes volontés qui, tous les jours, se manifestent et permettent de financer les initiatives. Ça prend de plus en plus forme, ça se développe de plus en plus. Et on a vraiment espoir que Shine to Lead, dans quelques années, ce seront des milliers de jeunes filles qui vont pouvoir en bénéficier. Merci beaucoup, Madame Rokhaya Solange Nir. Vous avez touché sur deux choses que je pense sont deux choses qui sont très, très importantes. Vous avez parlé des enseignants. Et on sait que déjà que la formation initiale des enseignants ne les a pas vraiment préparés à une telle situation. Je pense bien aussi ni à ces pratiques. Et aussi, on sait que dans les établissements scolaires, seuls de petits groupes, ou voilà, peut-être qui sont des petits groupes innovateurs, c'était jusqu'à présent engagé dans un usage volontariste des outils numériques. Donc, pour peut-être les enseignants qui ne se sont pas familiarisés avec ce genre d'outils, parce que je doute qu'ils se sont tous familiarisés avec ce genre d'outils. Et aussi pour le genre d'enseignants, peut-être, qui pédagogiquement n'avaient pas mis en pratique ou bien ne s'étaient pas préparés à cette situation, ça devient maintenant difficile de pouvoir enseigner les filles à distance. Donc, comment gérer cette mise en œuvre? Comment faire en sorte que des deux côtés, parce que je pense que c'est non seulement les filles ou les garçons qui doivent essayer de faire un effort dans ce genre, mais les enseignants aussi jouent un rôle très important. Donc, comment gérer cela? Comment faire en sorte que les enseignants sont bien préparés pour pouvoir continuer à aider les jeunes filles sur la continuité pédagogique et éducative. Merci Fatou. Alors là, vraiment, vous touchez du doigt un vrai problème, la montée en compétences d'enseignants. Je vais vous donner un exemple. J'ai deux enfants qui sont dans des systèmes totalement différents, dont l'un est dans une école privée. Ils ont arrêté les cours depuis mi-mars. Ce n'est que la semaine dernière que son enseignante a été en mesure de s'adapter aux outils du numérique pour créer un groupe WhatsApp et donc commencer à rattraper un cours qui a été perdu. Il a fallu 2 mois à l'école pour pouvoir s'adapter à ça. C'est énorme. Tout simplement parce qu'il n'était pas préparé à ça. J'ai un autre enfant qui est dans un système totalement différent où 2 jours après la fermeture des cours,
elle commençait ses cours sur Zoom. Ça vous montre la différence qu'il y a actuellement dans la prise en charge de cette problématique-là. Je pense que c'est au niveau même du système de l'enseignement, de l'éducation nationale, que cette problématique-là doit être prise en charge. Parce que si on attend aujourd'hui que ce soit le maître d'école ou la maîtresse qui elle-même fait cette démarche-là, on ne va pas s'en sortir. Tout simplement parce que très souvent, eux-mêmes ne sont pas équipés. Ils n'ont pas forcément le smartphone, la tablette. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même problématique que pour les jeunes filles. Ils n'ont pas la connexion et c'est toute une pédagogie. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain de pouvoir donner des cours via Zoom. Il faut savoir le faire ou même via WhatsApp. Donc, il y a des associations comme CENO qui sont dirigées par Maïmouna Diakhaté qui se sont lancées à fond dans cette bataille pour justement former le corps professoral aux outils du numérique. Mais c'est encore de toutes petites initiatives qui adressent juste des dizaines de professeurs et de maîtres d'école. Donc, il nous faut pouvoir passer à l'échelle. Et ça, c'est un chantier aujourd'hui qui doit être pris par le ministère de l'Éducation nationale. Comment faire la transformation digitale, faire cette transition numérique pour tout le personnel des écoles, que ce soit du public ou du privé, c'est un énorme chantier, mais on n'a plus le choix. Aujourd'hui, avec le Covid, on sait qu'on ne peut plus faire l'économie du téléenseignement, de tout ce qui est télééducation. Ça va faire dorénavant partie de nos vies et c'est même pour moi une réelle opportunité. On est dans une population qui est extrêmement jeune. On sait que la population de l'Afrique va doubler d'ici 2050. On n'aura jamais assez d'écoles pour mettre tous ces enfants-là. La solution, l'alternative, c'est vraiment aujourd'hui d'aller sur du numérique qui permet justement avec peu de moyens à tous les enfants qui seront en âge d'aller à l'école de pouvoir y arriver. Merci beaucoup, Madame Rokhaya Solange Nir. On a vraiment eu 3 interventions très pertinentes et je pense on va maintenant passer au témoignage venant de 2 de nos lauréates de Shine to Lead Jigéen Jàng Tekki. On va commencer avec Marietta Barrow qui pourra nous dire comment elle vit cette situation présentement chez elle. Et comment aussi peut-être l'association Shine to Lead a pu leur aider à surmonter leurs défis actuels pendant cette crise sanitaire. Donc, Marietta Barrow, je vous cède la parole. Tu pourras te présenter, nous dire tu es dans quel lycée, etc. Bonjour à tous. Bonjour Tata Naye, Tata Solange, Tata Fatou. Je m'appelle Marietta Barrow, je suis élève au lycée Seydina Limamou Laye en classe de première S2. En cette période de crise, tout d'abord, je veux remercier Shine to Lead pour les aides qui nous ont contribué vraiment. En première, de nous donner des téléphones portables pour que nous tous, nous soyons à l'écoute. On a des connexions. On nous a donné des puces aussi. Et ensuite, on nous a donné des aides alimentaires. Depuis la crise a commencé, qu'on nous est confinés, qu'on nous a dit qu'il n'y a pas l'école, il n'y a rien, personne ne sort. Donc, on nous a donné des aides alimentaires pour nous aider avec nos parents, avec la famille. Vraiment, c'est des actes qu'on vous remercie parce que ce n'est pas facile. Et enfin, on nous a donné aussi un professeur de maths pour nous aider parce qu'on a tous des problèmes avec maths. Donc, ils ont mis un professeur à l'écoute, des cours 2 fois dans la semaine. Et vraiment, les cours, les cours, on voit notre utilité parce que c'est pas facile en ce moment que tout le monde doit rester à la maison. Nous, on ne peut plus aller à l'école. C'est difficile parce que, premièrement, le commencement, moi, c'était difficile pour moi. Je ne pouvais pas parce que si c'était à l'école, tu es plus concentré, tu as plus les dispositions
tu as plus des choses à faire et mieux qu'à la maison. Parce qu'à la maison, parfois, tu n'as pas l'espace pour rester tranquille, de suivre normalement le cours. Vraiment. Et de ce fait, on nous a donné un professeur un téléphone portable. On a mis du connexion pour qu'on puisse rester à la maison, faire des cours, faire des exercices. Pour moi, parfois, je suis les plateformes pour que je puisse me rattraper. Parce que dans notre école, vraiment, on ne fait pas les cours à distance. Depuis que le confinement a commencé, on n'a pas pu, les profs n'ont pas pu faire des cours. Les contacts, c'est pas tout le temps. C'est nous, dans notre classe, qu'on a pu essayer de faire des groupes WhatsApp, de prendre quelques numéros des professeurs, comme dans les matières scientifiques, PC et SVT, pour qu'on puisse s'adapter et ne pas perdre l'année. Parce que vraiment, on veut pas perdre cette année. On doit se concentrer pour avoir la maîtrise de passer en classe supérieure, vraiment. Et de ce fait, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux, c'est difficile. C'est pas facile du tout de rester à la maison, de faire des cours à distance parce que tu dois aider ta mère. Parfois, les mamans, elles ne peuvent pas comprendre. Elle te dit tout le temps, tu es dans les cahiers, donc tu dois contribuer au ménage, de faire la cuisine, tes frères, tes sœurs, vraiment. Donc, si moi, je disais que comme l'État l'avait dit la fois passée, les classes d'examen devraient retourner en classe supérieure. Mais nous, comment on va faire? On va toujours rester à la maison de faire des cours à distance. Mais ce n'est pas toutes les écoles qui le font. Comme nous, notre école ne le font pas. On n'a pas de contact avec eux depuis lors. Donc, c'est à nous de nous débrouiller. C'est vraiment difficile. On doit vraiment trouver des solutions pour nous, les jeunes filles. Vraiment, encore une fois, on ne veut pas perdre l'année. On veut suivre notre programme normalement et passer en classe supérieure avec une moyenne excellente. Vraiment. Merci, c'était tout. Merci beaucoup, Marietta Barrault. Pour ne pas perdre du temps, je vais céder la parole à Fatoumata Ibrahimassi. Et après, s'il y a des commentaires, peut-être venant de nos intervenants, s'il vous plaît, veuillez les dire. Fatoumata Ibrahimassi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tata Naye, Tata Solange et Tata Fatou, à vous aussi. Bon, je m'appelle Fatoumata Ibrahimassi, élève en classe de première S1 au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. Bon, pour moi, en cette période de Covid-19, pour apprendre à la maison, j'essaie vraiment de m'habituer parce que, comme Marietta l'avait dit, au début, c'était vraiment pas facile parce qu'avant, à l'école, on avait l'habitude de voir les profs aller au tableau, écrire sur des cahiers, faire des exercices comme ça, par-ci, par-là. Mais en cette période de Covid, vu qu'on est vraiment obligé de faire des cours en ligne ou bien parfois même notre classe, nous avons créé des groupes WhatsApp pour mieux nous aider, faire des exercices. Et même pour les cours en ligne aussi, notre prof, pour nous, dans notre classe, il n'y a que notre prof de SVT qui a eu peut-être, je pourrais dire peut-être qu'il a eu le temps de faire des cours sur Zoom en ligne. Chaque semaine, il en fait un cours par semaine. Parfois, il envoie d'abord les cours par Classroom. On recopie, après il prend encore un autre jour pour l'explication. Il nous a même demandé de faire un devoir en ligne, après de lui envoyer aussi. Bon, notre prof de SVT, c'est ça qu'il a eu à faire avec nous. Bon, pour les autres profs, peut-être que n'ont pas eu le temps ou bien, eux, on les entend pas, on n'est pas en contact avec eux. Bon, pour Shine to Lead, vraiment, nous sommes vraiment ravis et contentes de vous toutes. Je sais que vous nous avez tous aidés parce que, comme l'a dit Marietta, vous nous avez donné des aides, des denrées alimentaires en cette période de Covid
pour qu'on puisse mieux maintenir notre niveau, ne pas avoir de stress avec cette pandémie qui nous éblouit toutes. Et que ce que vous avez fait pour vous nous avez donné pour qu'on puisse mieux se connecter, faire des cours par-ci, par-là, et même les profs de maths. Le prof de maths aussi, qui est vraiment un prof très gentil. Vraiment, ce prof, il nous aide bien parce que pour moi, lorsque je suis ces cours, je comprends maintenant que j'arrive à me retrouver dans mes matières scientifiques, surtout les mathématiques. Bon, et aussi, je dirais que je ne vais pas terminer sans aussi sans saluer ma mentor, Adja. Elle aussi, je suis vraiment contente d'elle parce qu'en cette période de Covid, elle m'appelle souvent. Elle me demande si je fais mes cours. Tout le temps, elle est en contact avec moi, donc je la remercie beaucoup de ce qu'elle fait. Bon, merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Fatimata Ibrahim-Assi. Madame Naye Bachli, Fatimata a bien a touché sur le programme de mentorat. Elle a bien dit qu'elle était très bien accompagnée par sa mentor Adja. Donc peut-être avant que l'on passe aux commentaires sur notre page Facebook, tu peux peut-être nous parler un peu du programme de mentorat de Shine to Lead. Absolument, Fatou. Et je pense que je ne l'ai peut-être pas assez, je n'en ai peut-être pas assez parlé au début. C'est une composante essentielle du programme de Shine to Lead, le mentorat. Chaque jeune fille, chaque lauréate a une mentor qui est une dame accomplie, qui travaille, professionnelle, qui vraiment la suit au quotidien dans son épanouissement et son développement, autant personnel que professionnel. Parce que pour nous, c'est essentiel. On ne peut pas seulement aider les filles matériellement, pédagogiquement, bien sûr, mais il est important qu'elles puissent avoir cette idée de ce qu'on appelle les role models, qu'elles puissent être inspirées et émulées et stimulées par d'autres et qu'elles sachent que c'est possible. Il n'y a pas de fatalité. Elles peuvent y arriver, elles peuvent réussir et elles vont réussir. Et ça, c'est seulement en étant en contact direct avec d'autres, avec des dames, comme des jeunes filles qui ont été jeunes filles comme elles, mais qui aujourd'hui sont accomplies, qui s'investissent. Et c'est vraiment l'occasion pour moi de les remercier. Elles sont très nombreuses. C'est comme, encore une fois, Shine to Lead, nous sommes toutes des volontaires. Toutes celles qui s'impliquent au quotidien auprès de ces jeunes filles, qui les accompagnent, qui les motivent, qui les stimulent, elles le font de façon totalement volontaire. Elles le font. Et ce n'est pas seulement un accompagnement, encore une fois, ce n'est pas que du coaching, mais c'est bien au-delà. Il y en a qui prennent en charge matériellement certaines choses. Et vraiment, encore une fois, c'est l'occasion pour nous de les remercier. Mais c'est une composante essentielle du programme. Chaque jeune fille a une mentor qui lui tient la main et qui est là pour elle. Et qui la soutient au quotidien. Voilà, merci beaucoup, Madame Naye Bachli. C'est vrai que c'est un aspect très important de l'association Shine to Lead, le fait que chaque fille a une mentor qui la coach, qui la suit, qui interagit avec elle. C'est très important. J'aimerais passer aux commentaires des internautes sur notre page Facebook et après je vous laisse la parole, Madame Bachli, Monsieur Gay et Madame Ndir pour répondre à ces questions ou à ces commentaires. On a eu un commentaire de Demba Joe qui dit en banlieue, les filles sont confinées dans les tâches ménagères par rapport aux garçons qui sont libres d'aller voir leurs professeurs pour des cours de renforcement. Comment gérer cette problématique? Moi, je vais rapidement, et peut-être que Monsieur Gay, vous avez peut-être encore plus d'expérience dans ce domaine, étant directement de la banlieue. Moi, je pense aussi qu'il nous faut établir un dialogue avec les familles, parce que je comprends et je le dis, on s'en est rendu compte, on l'a vécu concrètement. Quand on a démarré les cours de maths,
la majorité des filles n'étaient pas disponibles parce qu'elles sont effectivement astreintes. Elles doivent être dévouées aux contraintes ménagères. Et on ne trouvait même pas 1 heure par jour. Et j'ai dit, ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'on trouve dans la journée. Et je pense que ce n'est pas évident parce que bien sûr, les mères sont débordées, tous les enfants sont à la maison toute la journée, il faut faire à manger. Et il y a un dialogue qui doit vraiment s'établir avec les parents parce que c'est un investissement. C'est un investissement quand ces filles étudient. C'est un investissement pour la famille tout entière, pour le futur. Et c'est ça, c'est ce dialogue-là qu'on doit avoir avec les parents. Et peut-être que M. Gay, je pense que vous êtes en direct, vous vivez ces choses-là en direct. Peut-être que vous pourriez peut-être mieux encore étayer ce que je viens de partager. Oui, vous avez parfaitement raison. Hein, vous avez parfaitement raison. Il nous faut améliorer la communication qui va assurer une base de confiance certaine entre les organisations qui ont besoin des filles et même des garçons et les parents. Mais il faut relativiser un tout petit peu une certaine réticence de certains parents. Nous, au début, quand on commençait notre association, on avait des activités qui parfois allaient au-delà de 22 heures et parfois il nous fallait sortir de Dakar et il y a même des jeunes filles qui ont voyagé. Mais dès que ce climat de confiance entre les structures existe, entre les parents et la structure qui voudrait accompagner l'enfant, moi je pense que ça ne poserait pas beaucoup de problèmes. Et il y a aussi un problème très sérieux en banlieue, c'est cette histoire d'insécurité. Ce n'est pas seulement en banlieue, c'est maintenant un peu partout. Donc, tous les parents ont besoin d'être rassurés, d'abord pour les garçons, hein, à plus forte raison que pour les filles. Vous êtes tous au courant il y a un peu plus d'1 an, il y a eu plus d'une dizaine de meurtres, d'une douzaine de meurtres en 3 mois. Il y a des viols un peu partout. Donc, les gens sont très, très sceptiques par rapport à certaines, à la prise de décision pour laisser leurs enfants sortir à la disposition de quelqu'un d'autre. D'où l'importance, bien évidemment, de mettre sur la table ce dialogue et d'établir cette confiance, mais surtout de prouver aux parents que oui, nous ne sommes pas là pour... parce qu'il faut le dire, hein, beaucoup d'organisations ne sont pas Shine to Lead ou Banlieue Up. Il y en a qui profitent de ces situations pour faire capter des fonds, faire appel à des dons, utiliser ces enfants pour consommer ces financements-là, d'autres qui ont leur propre agenda, ce qui fait qu'il faut véritablement être très proche des parents, d'abord, les parler, les sécuriser. Maintenant, un autre point, c'est clair que quand la famille a des difficultés pour se nourrir et que la maman vend des mangues ou fait du petit commerce à côté et que sa fille n'étudie pas, il faut une conscientisation très profonde. Hein? Il faut une réelle discussion pour convaincre cette maman en lui disant qu'écoute, effectivement, il faut que tu comprennes que c'est un investissement pour ta fille. Ce n'est pas seulement en banlieue, ça c'est un peu partout. L'éducation des filles est parfois considérée culturellement, malheureusement, comme beaucoup de familles qui ne laissent pas leurs filles partir à l'école jusqu'à un certain âge. Malheureusement, mais ça commence à changer et ça commence à vraiment s'améliorer de plus en plus. Fatou? Oui. Si tu permets, je voudrais rebondir sur ce que M. Gay a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un lien tout de suite entre la scolarisation des filles, la condition économique des familles, et justement, lorsque dans les foyers, par exemple, la maman n'a pas d'aide et n'est pas autonome financièrement, ça se répercute tout de suite sur la scolarisation des enfants. Donc, on voit qu'il y a vraiment ici une relation de cause à effet. Ça amène donc l'importance de l'autonomisation économique des femmes. Donc, plus les femmes sont économiquement autonomes, plus elles arrivent à subvenir à leurs besoins et plus justement, c'est plus facile de laisser les enfants aller à l'école, se scolariser et suivre tranquillement leur cursus. Oui, et pour finir, moi je pense, dans ce dialogue et la confiance avec les familles, nous, Shine to Lead, on a aussi fait ce parti pris d'être en contact avec les familles. Nous rendons visite aux familles. Nous sommes allés voir, on n'a pas pu le faire, on a voulu le faire pour toutes les familles. Et malheureusement,
avec le Covid, on a dû s'arrêter, mais nous allons, je veux dire, moi quand j'y vais, Solange le fait, Fatou aussi, on a organisé un atelier avec les parents pour qu'elles sachent, pour que les parents soient aussi en confiance. Parce que vraiment, nous sommes engagés pour les jeunes filles. Nous n'avons pas d'autre motivation que leur réussite scolaire. Eh bien, ça, c'est très bien. Exactement. Merci beaucoup, Madame Bachli. Donc, on passe aux commentaires suivants. Il y a Amina et il y a aussi Nandiassi qui disent félicitations et qui demandent comment on choisit nos lauréates et comment faire partie des personnes ressources. Il y a Amina qui demande, vu la situation scolaire de cette année, est-ce que Shine to Lead a un programme pour accompagner les filles? Comment on choisit les lauréates? Je pense que Fatou, tu es la mieux indiquée pour en parler parce que c'est toi qui as lancé quand même, qui a soutenu et accompagné ce programme de sélection très rigoureux. Oui, donc voilà. Merci, Naye. Oui, on a un processus de sélection très rigoureux. La première phase, c'est d'être en contact avec le proviseur ou le censeur du lycée qu'on a identifié. On a des conversations, des échanges, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'école et aussi on implique l'aide sociale pour vraiment pouvoir identifier les jeunes filles qui ont un besoin et qui méritent faire partie de cette association. Comme exemple, on a eu un processus avec le lycée de Keur-Massar et de Rufisque qu'on a commencé en 2018. Et ça, ce qu'on a fait, c'est on continue dans cette lancée de confiance entre le proviseur et l'association et aussi les parents et l'association. Après qu'on a identifié avec le proviseur, le censeur et l'aide sociale, les filles qui vraiment ont besoin de cette aide et aussi méritent de faire partie de l'association, on leur demande de nous fournir des informations clés et nécessaires par rapport à leur vie familiale, leur vie scolaire et aussi ce qu'elles veulent devenir au futur et on prend en compte aussi leurs moyennes. Après cela, on passe à la deuxième étape où on a des entretiens avec chaque fille. Ce qui est aussi très important, de pouvoir avoir un face-to-face, comme on dit, avec les filles, de vraiment pouvoir comprendre ce qu'elles vivent, ce dont elles ont besoin, et après pour pouvoir les venir en aide d'une manière efficace. Donc, vraiment, c'est comme cela qu'on procède pour pouvoir sélectionner les filles. Et en même temps aussi, on fait en sorte que les mentors sont impliqués. Donc, les mentors, de temps à autre, vont aussi faire partie des entretiens pour qu'on puisse avoir vraiment un processus global où toutes les parties prenantes font partie de ce processus. C'est comme ça qu'on parvient à sélectionner les filles qui font partie de Shine to Lead. Bien vrai, en 2018, on a commencé avec 10 filles. Et machallah, maintenant, 2019-2020, on a 24 filles. Et ça, vraiment, on ne pourrait pas le faire sans Madame Bachili, qui, la première année, elle a vraiment assuré seule. Et maintenant, avec les mentors, les lycées, les proviseurs, les censeurs, et aussi même notre petite équipe administrative, on parvient à élargir nos lauréates. Donc, voilà, ça, c'était un peu pour parler brièvement de notre processus de sélection. Donc, est-ce qu'il y a Solange ou Naïf, vous voulez faire un commentaire? Je regarde l'heure, on a déjà passé 1 heure là, je me rends compte. Donc, je me dis, on va peut-être Fatou, tu peux partager toutes les questions et on va y répondre de façon un peu ramassée en faisant la conclusion parce que je me rends compte qu'on est déjà, ça passe très vite.
Mais on aura bien sûr l'occasion d'échanger encore. Exactement. Je pense, voilà. Et même, on peut continuer la conversation sur Facebook et que, voilà, on pourra même, si possible, répondre aux questions sur Facebook. Donc là, peut-être, je passe aux commentaires et après, voilà, on peut conclure. Il y a Seydina Omar Gueye et il y a Demba Diop aussi et Mampradi Louise Diouf qui dit le système national sénégalais doit être revisité et amélioré. Nous devons être capables de nous adapter, c'est un vrai problème. Il y a Seydina Omar Gueye qui dit que cette situation marquée par le virus COVID-19 montre à suffisance les failles de notre système éducatif qui ne suit pas le cours de l'évolution technologique. Et c'est ce dont Madame Rokhaya a soulevé. Et que c'est malheureux que nos gouvernements ne fassent pas dans la prévision. Et après, on a Demba Diop qui revient sur les enfants qui ont des parents qui peuvent quand les enfants ont des parents qui peuvent les suivre à la maison, c'est plus facile. Et après, il dit qu'actuellement, les jumelles qui sont des lauréates de Chantilly, Drama Diop et Amina Diop, sont sur le point d'achever leur propre scientifique. Pour certaines matières comme anglais, maths, NSBT, elles ont entamé la terminale. Donc, merci beaucoup à Shine to Lead. Il y a beaucoup de personnes qui ont remercié l'initiative Shine to Lead Jigenjang Teki. Ils nous souhaitent plein de succès et nous donnent des encouragements. Donc, vite fait, rapidement, si Madame, on commence peut-être avec Madame Bachidi, notre présidente. Si vous pouvez toucher un peu sur ces commentaires, si vous avez des dernières remarques ou des derniers commentaires à nous dire, voilà, nous sommes à votre écoute. Merci Fatou. Moi, j'ai vraiment un message de gratitude envers tous ceux qui nous accompagnent depuis le début. Encore une fois, nous touchons des dizaines de filles aujourd'hui, mais notre objectif, c'est vraiment de toucher des centaines et des milliers de filles au Sénégal. Parce que nous souhaitons, encore une fois, nous souhaitons que toutes les jeunes filles, toutes sans exception, soient scolarisées et qu'elles aient toutes leurs chances pour réussir. Et nous ferons de notre mieux pour apporter notre contribution. L'éducation nationale fait ce qu'elle peut, mais bien sûr, nous avons aussi notre rôle à jouer parce que certains d'entre nous ont eu peut-être plus de chance, plus d'opportunités que d'autres. Et c'est à notre tour aussi de partager et de retourner un peu l'ascenseur. Et je pense toujours à ce concept sud-africain qui est celui de Ubuntu. Ubuntu, c'est « je suis parce que nous sommes » et c'est faire humanité ensemble. Et vraiment, pour nous, Shine to Lead, c'est faire humanité ensemble. Et ensemble, c'est possible. C'est une année très difficile avec le Covid. C'est une année difficile pour tous, mais encore plus pour les plus vulnérables. Et je lance un message aussi aux filles, aux lauréates de Shine to Lead, à celles qui ne le sont pas encore, qu'elles sachent que nous sommes là. Elles peuvent nous contacter via les réseaux sociaux. Vous avez les adresses via Facebook et tout. Si elles veulent rejoindre le Shine to Lead, elles sont les bienvenues. Nous sommes là pour elles et nous allons tout faire pour les accompagner. Nous serons là pour elles parce que nous souhaitons, encore une fois, sauver cette année scolaire, mais aussi dans le futur, qu'elles sachent que toutes les femmes peuvent et doivent réussir parce que c'est le développement du Sénégal, du continent qui est en jeu. Encore une fois, merci à tous. Merci aux mentors. Merci à notre coordinatrice, Sor Maïcha, que je ne vois pas, mais je sais qu'elle n'est pas loin. Merci à Amadou qui nous accompagne dans les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui nous accompagnent, Katifa, je ne pourrais pas les citer. Et je sais que quand on commence à citer, on en oublie toujours. Fanny Diaz, elles sont nombreuses tous les jours qui nous aident matériellement, financièrement, qui nous inspirent. Vraiment, encore merci. Parce que j'en ai peut-être eu l'idée, mais aujourd'hui, tout le monde en a la maternité et la paternité. Merci. Merci beaucoup, Madame Bachili. Monsieur Gueye, je vous laisse la parole. Oui, écoutez, moi, je veux juste vous féliciter, féliciter Shine to Lead, vous encourager et espérer que vos initiatives vont prendre beaucoup plus d'ampleur. Et il est important aussi de mutualiser. Il serait bien possible de voir ensemble quels sont des chronos d'activité qu'on pourrait mener ensemble, Inch'Allah, quand ce Covid quittera ce monde. Donc vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité et félicitations.
Merci beaucoup, Monsieur Gay. Vous avez tout à fait raison. Vraiment, ensemble, on peut faire plus, on aura plus d'impact. Donc, comme vous avez dit, peut-être après le Covid, on pourra mener des activités ensemble. Donc, merci aussi pour votre participation. Madame Rokhaya Solange-Nir, la vice-présidente de Shine to Lead, je vous cède la parole. Merci Fatou. Donc, tout comme Naye, je vais commencer par remercier toutes les parties prenantes qui ont vraiment rejoint cette initiative qui a été créée par Naye il y a 2 ans. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé depuis et on y croit. Je pense que chaque jour nous renforce dans cette bataille-là. Je pense que c'est Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour développer une nation ». Les femmes représentent la moitié de la population au Sénégal. On ne peut pas se passer de cette moitié de cette population-là. Les jeunes filles seront les femmes demain qui seront les leaders et qui vont diriger ce pays. Il est donc important que chacun contribue à sa manière. On ne peut pas tout attendre d'un État, on ne peut pas tout attendre d'un gouvernement. L'initiative et l'engagement citoyen nous concernent tous et toutes au quotidien et c'est à chacun de trouver son combat. Ce combat qui est l'éducation des filles, on l'a dit, on espère aller beaucoup plus loin. Naïe l'a dit, l'ambition c'est très vite d'ouvrir une antenne à Saint-Louis, dans le Nord, avec les écoles de jeunes filles qui ont été ciblées là-bas. Elle a également dit pendant l'été un programme où on aura des centaines de jeunes filles sur lequel on est en train de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible grâce au numérique et au digital, où vous pouvez avoir des centaines de jeunes filles qui vont suivre ce programme-là. Donc, je vais terminer par également la remercier parce que c'est elle qui a impulsé tout ça et qui, même en étant loin, a pensé à ce giving back. Et c'est important. Je pense qu'on a une chance extraordinaire d'être allé à l'école, d'avoir un certain niveau, d'occuper une place dans la société. Et cette notion de giving back-là, il faut que tous on l'ait, qu'on soit au pays ou qu'on soit à l'étranger. Et c'est ce qu'elle a montré. Elle a montré qu'en étant à des milliers de kilomètres, elle pense à ce qui se passe dans son pays. Elle pense aux problématiques pour le développement économique et social. Et c'est comme ça que tous ensemble, nous allons réussir à atteindre l'émergence de notre pays et de notre continent. Merci. Merci beaucoup, Madame Rokhaya. Donc, bon, nous arrivons au terme de cet échange qui a été très fructueuse avec des interventions pertinentes. Nous retenons qu'il y a beaucoup à faire afin d'aider les filles en cette période marquée par la pandémie COVID-19. Et vraiment, je tiens aussi à remercier tous nos intervenants, commençant par Madame Naye Bachli, qui est la fondatrice et la présidente de l'association Shine to Lead, Madame Rokhaya Solange-Nir, qui est la vice-présidente, et aussi Monsieur El Hadj Abougay, qui est le président fondateur du mouvement citoyen Banlieue Up. J'aimerais également remercier, comme la présidente l'a déjà fait, toute notre équipe administrative, que ce soit du programme de mentorat, Nefatou Jain, Amina qui était là dès le début, Sorna Aïcha, les mentors et voilà, tout le monde qui participe et qui contribue à la réussite de Shine to Lead. Comme on l'a si bien souligné, c'est un travail vraiment d'équipe. Donc, retenez que ceci est le premier de nos séries talk. On en aura beaucoup plus avec beaucoup d'autres thèmes. Donc, voilà, suivez-nous sur nos pages, nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook. On a aussi une page Twitter et aussi une page Instagram. Et voilà, on va continuer cette conversation en ligne. Vous pouvez continuer à nous donner des commentaires et à nous poser des questions. Et je vous remercie et à la prochaine. Merci à notre modératrice aussi. Merci beaucoup. Well done. Au revoir. Well done. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.